images qui vont apporter des connaissances nouvelles, des surprises sur le comportement des animaux, ou découvrir un espace soit en danger, soit pas en danger, mais qui nous fasse aborder les questions écologiques de manière très concrète par l'image et tout ça. Donc c'est à peu près ce qui nous lie dans notre sélection, c'est de dire ce film-là, il est intéressant parce que ça va permettre aux spectateurs de comprendre un peu mieux telle problématique, de rencontrer un peu plus tel milieu, telle espèce, tout ça. Et les réalisateurs, souvent, la nature, c'est un décor. Et dès qu'on a dans la tête ce concept, on a un beau décor, c'est foutu. Donc il faut changer ça. Ça reste un décor, mais c'est un décor vivant. C'est un décor où... et on ne peut pas reprocher à un cinéaste de choisir tel ou tel endroit parce que c'est magnifique, ce décor. Donc voilà, c'est tout ça qu'il faut faire avancer. On n'a plus le droit maintenant, vu l'état, la rapidité avec laquelle ce vivant s'écroule, on n'a plus le droit, qui que nous soyons et quel que soit le travail que l'on fait, et le monde du cinéma et tout ça doit être dedans, on n'a plus le droit de faire abstraction de ces enjeux. Ils prennent ça encore comme des contraintes tout le temps. C'est toujours vous nous mettez des contraintes. C'est un enjeu. L'édition du guide a été faite dans le cadre d'un partenariat entre, alors je cite les partenaires par ordre alphabétique, par Audience, Ecoprod et l'IFCAM, avec un comité de relecture dont faisait partie entre autres la Ligue de protection des oiseaux. Et l'objectif de notre guide, déjà, la première chose, c'était de le mettre à disposition gratuitement. Et l'autre élément, c'est qu'on voulait faire un guide qui soit absolument lisible et audible d'un public de non-spécialistes. Et on a construit le guide de manière à ce qu'on construise un socle commun de connaissances et de compréhension des enjeux bioclimatiques, et ensuite qu'on leur donne des clés pour comprendre à quel moment ils pouvaient générer des impacts, comment est-ce qu'ils pouvaient essayer de les éviter, et ensuite on leur donnait des fiches, on a mis en place des fiches qui sont des cas concrets, des thématiques auxquelles il faut faire systématiquement attention, et systématiquement quand ils peuvent avoir un impact, s'il y a une méthode de travail qui peut générer un impact, on propose des solutions palliatives. C'est pas la nature qu'il faut sauver, c'est notre relation avec elle. Et je crois que c'est là le nœud des choses. Et puis la deuxième chose très importante qu'a dit Jérôme, c'est l'histoire de la mobilisation. Tous les problèmes actuellement, on parle du climat. Alors bien sûr, le climat c'est plus facile, on voit les choses tomber, on voit les choses. La biodiversité, les gens n'ont pas encore bien compris qu'on en dépendait. On est à 55% de la richesse mondiale qui repose sur les services. Donc cette biodiversité, ce vivant, le mot biodiversité là aussi il faut l'expliquer, ce vivant, espèce, milieu et les relations entre eux, ce vivant-là est en train de s'effondrer. Il est nécessaire qu'on fasse un travail d'accompagnement de l'univers de la production en incluant toutes les étapes de production, dès l'écriture. Ah, c'est un des critères de sélection des films, j'ai oublié de se dire. Quand on voit un film où pour faire un tournage au nid, on voit qu'il y a eu des branches cassées, qu'il y a eu des machins, tout ça, hop, il est viré. Quand on voit un film un petit peu à la Frédéric Rossif des années 50-60, où Frédéric Rossif plongeait en avion sur les troupeaux de zèbres, de gnous et de machins, et il mettait la chevauchée des Valkyries en musique, et c'était génial, et moi j'étais fasciné. Et ben, on a encore ça, il y a le drone maintenant, c'est génial le drone. Mais on voit des scènes où les oiseaux s'envolent parce qu'il y a le drone qui arrive. Et ça, alors là, il n'est pas sélectionné. Et si le réalisateur nous demande pourquoi son film aurait été sélectionné, on lui explique que nous, on ne supporte plus tout ce qui... Alors, il y a des choses qui nous échappent, bien sûr. Il y a des gens qui font très bien leur boulot, on ne voit pas s'ils ont dérangé ou pas. Mais on fait confiance, il faut aussi faire confiance, il ne faut pas tomber dans la parano. Donc lorsqu'on crée un médium, souvent, quand on est déjà un petit peu sensible, on pense au tournage. Mais on n'anticipe pas les conséquences qui peuvent être générées bien involontairement une fois que le public s'est approprié notre production. Souvent, il peut y avoir des personnes, potentiellement sous pression des diffuseurs, par souhait esthétique, mais on peut aller à la facilité dans l'écriture. Je prends un exemple concret qui, moi, me touche personnellement et professionnellement.
c'est la question des mammifères marins. Et souvent, on peut être tenté de mettre à l'image des êtres humains en train de nager avec les mammifères marins. Et c'est bienveillant, hein, c'est pour créer en fait un lien et toucher l'émotionnel. Donc ça s'entend. Mais ce dont il faut se rendre compte, c'est qu'à partir du moment où c'est diffusé en télévision, là il va plus s'agir d'un scientifique ou d'une réalisatrice ou d'un réalisateur qui va se mettre à l'eau une, deux fois. C'est que derrière on peut générer ce que j'appelle des effets d'aubaine économique et derrière permettre une explosion de l'activité touristique. Et là les animaux ils vont être dérangés 2-3 fois par jour pendant 6 à 8 mois de l'année. C'est plus du tout les mêmes échelles d'impact. Nommer les choses, nommer les trucs, c'est introduire cette proximité de l'homme avec là où il est, quoi, avec ce qu'on appelle son environnement. J'aime pas trop l'environnement parce qu'il a une connotation, l'homme est au centre et tout le reste est autour. Oui. Mais c'est vrai qu'on peut parler de l'environnement de chaque être vivant. L'homme a un environnement, mais chaque être vivant qui compose la biodiversité a aussi son environnement. Et ce qu'il faut comprendre avec ce type de points sur lesquels on peut être attentif, c'est que des gens qui ne sont pas spécialistes de ces sujets environnementaux peuvent se dire « mais pourquoi ils nous embêtent, ils ont fait décoller des oiseaux, c'est pas grave ». Sauf qu'en fait, quand on connaît un petit peu ces sujets-là, on se rend compte que le décollage d'oiseaux dérangés en pleine période de reproduction, ça peut faire capoter la reproduction en cours. Et si les oiseaux sont dérangés vraiment au mauvais moment, il peut même y avoir un dérangement qui va être reporté sur 4-5 ans parce que les animaux vont considérer que le site n'est plus favorable à la reproduction. Oui, il y a plein d'exemples. Je ne citerai pas non plus un autre exemple pour vous montrer dans un film récent où les acteurs devaient se plonger dans un étang devant un château. Ils ont trouvé que l'eau était trop froide. Il n'y a eu aucun problème, on a amené des résistances électriques et on a chauffé l'eau à 30 degrés. Alors les tritons, les grenouilles, tout ça, voilà, c'est ce genre de trucs. Mais alors, il ne faut pas quand même être sorti de l'ENA pour comprendre qu'on va faire une connerie. Je peux aussi battre ma coupe 2-3 fois pour faire la photo que j'avais envie de faire. Je n'ai pas été très attentif à les trucs. Donc on progresse. Et puis aussi, derrière, il y a la conscience, mais on parlait tout à l'heure du rapport du vivant, nature-culture, plutôt philosophique. Il y a un ornithologue américain, fin du 19e, qui sauvait le condor de Californie, qui était en train de se casser la gueule. Il s'appelle Macmillan. Et on lui reprochait de dépenser plein de fric pour ce condor de Californie dont personne n'avait rien à faire à l'époque. Il a lu cette réponse que j'aime beaucoup, hein, tu la connais Jérôme, il avait dit c'est vrai, on peut se passer du condor de Californie. Le condor de Californie, ça ne va pas changer la marche du monde s'il disparaît demain. Mais les valeurs qu'on doit mobiliser, les valeurs humaines qu'on doit mobiliser pour sauver ce condor de Californie sont les mêmes que nous sauverons nous-mêmes un jour. Et je pense qu'on touche là aussi à quelque chose de plus vaste. Comment, à partir d'une thématique qui ne doit pas générer de l'anxiété, elle doit générer de l'attention et de la mobilisation. On change aussi notre rapport entre nous et avec cette nature. Pour comprendre que, ça s'écroule par les activités humaines comme le climat, qu'on est lié, notre destin est lié, ce vivant, on fait partie de ce vivant-là. Et bien la seule chose pour ne pas tomber dans l'éco-anxiété, c'est de se mobiliser, c'est d'agir. C'est un peu la vocation du cinéma animalier, hein, tel que tu le présentais, d'avoir ce déclic pour mener à l'action.